Bonjour à tous, Ariel Beyadzaki, je suis responsable du secteur agroalimentaire à la direction de l'innovation de BPI France. J'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Vasnex, président de la laiterie de Saint-Denis de l'Hôtel. Merci d'avoir accepté notre invitation à cette journée originale pour réfléchir ensemble sur les perspectives de rebond du secteur agroalimentaire. Selon les derniers chiffres de l'ANIA, donc la Fédération professionnelle des industries alimentaires, le secteur agroalimentaire a perdu 22% de son chiffre d'affaires pendant la crise. Pour autant, il fait preuve aussi d'une certaine résilience, puisqu'il est moins affecté que certains secteurs comme l'automobile ou l'aéronautique. Alors, la laiterie de Saint-Denis de l'Hôtel, leader national de l'élaboration et du conditionnement de jus et de lait, c'est une entreprise plus que centenaire. Vous avez sans doute traversé d'autres crises dans l'histoire. Comment mesurez-vous l'impact de la crise actuelle sur votre activité et plus généralement sur le secteur? Bonjour à tous. Donc, tout d'abord, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Alors, c'est vrai que je dirige la laiterie de Saint-Denis de l'Hôtel, qui est une entreprise qui a 110 ans, qui était implantée sur 7 territoires en France. Alors, la particularité, c'est qu'effectivement, nous, on est une laiterie à Orléans, et si vous passez à Orléans et que vous voyez les vaches, c'est qu'elles se sont égarées. Hein, donc, effectivement, il a bien fallu qu'on fasse autre chose. Une particularité forte, on a plus de 2000 salariés. On est des gens, des territoires. On pense que les territoires sont extrêmement importants. Ils sont la clé aujourd'hui à beaucoup de problématiques que l'on rencontre au niveau social et sociétal. Et on défend effectivement cette idée que l'entreprise sur un territoire va créer de la richesse, mais va aussi entretenir les territoires, va créer de la biodiversité au travers de ça. Notre métier, c'est deux métiers principaux, le liquide et le végétal. Donc, le végétal, ce sont des salades quatrième gamme au travers d'une marque qui s'appelle Les Crudettes, et également des marques distributeurs qu'on travaille avec nos clients. On fait également des produits de snacking, des produits de nutrition au travers de cette activité. Deuxième activité, l'activité liquide, où là, on fait à peu près 750 millions d'euros de chiffre d'affaires sur du lait de consommation à 40%, lait et crème de consommation, sur des jus de fruits, où on est effectivement un des leaders français des jus de fruits, des boissons au thé, des boissons aux fruits, également des boissons végétales, domaine dans lequel on investit actuellement beaucoup en lien avec l'ensemble des plans de progrès donc sur la protéine végétale, et puis également des sirops. Voilà, donc aujourd'hui, alors comment on a traversé la crise Covid? Bon, d'abord, elle a été très brutale. Nous, notre réaction, c'est de dire, autant on trouve qu'on a été très bon dans la réaction effectivement de cette crise, autant dans l'anticipation, il y aurait beaucoup de choses à dire, y compris au niveau des chefs d'entreprise. Donc nous, cette crise, elle a connu plusieurs péripéties. D'abord, c'est vrai que l'entreprise a connu des difficultés de livraison. On était submergé par des produits de première nécessité, des demandes très fortes en lait, en crème, en jus de fruits. A contrario, toute notre activité restauration en domicile s'est quasiment arrêtée. Donc là, c'est les produits de snacking ou les produits destinés à des cafés, hôtels, restaurants. Et puis, donc, on a rapidement recentré nos activités sur ces produits de première nécessité. Donc, l'entreprise aujourd'hui ne connaît pas de difficultés majeures. On est effectivement sur une problématique qui est autre, qui est la problématique de redémarrage de certaines de nos activités. Mais effectivement, là-dessus, on est assez préservé. Le constat qu'on fait nous aujourd'hui, c'est que, et on nous pose sans arrêt la question de dire, mais finalement, pourquoi vous avez été moins sensible, etc. Je pense que, vous l'avez dit, c'est une laiterie, donc c'est à Orléans, alors qu'il n'y a pas de vaches, c'est lié à la politique agricole commune, aux évolutions. Ben, il a fallu qu'on travaille différemment. Et les mots-clés de notre stratégie, ça a été la différenciation par la diversification et la valorisation. Et je crois que c'est extrêmement important parce que, en fait, aujourd'hui, on est dans un monde où si on est le même que tout le monde, on n'a qu'une variable d'ajustement, c'est le prix. Et le prix, on trouve toujours des gens capables de faire moins cher que nous à proximité, puisqu'on n'a pas les mêmes règles fiscales, sociales, etc. Donc, nous, notre travail a sans arrêt été d'investir dans la R&D, de trouver des solutions pour diversifier nos activités. Et je pense que ça se révèle effectivement porteur, puisque les gens qui sont monoproduits, ben forcément, quand leurs produits ne se vendent pas à cause d'une crise Covid, tout de suite, ils ont un impact. Donc, c'est aussi une réflexion stratégique. Ensuite, je dirais que sur un plan de développement, l'industrie agroalimentaire connaît des péripéties
diverses et variées. Les gens, par exemple, de fromage d'appellation d'origine sont dans une situation extrêmement compliquée. 30% de leur activité en café, hôtel, restaurant, 40% à l'export. Le reste, c'est un petit peu de la vente de proximité. Donc forcément, quand vous avez entre 70 et 80% de votre activité qui s'arrête, les problématiques sont énormes. D'autant plus qu'on n'est pas même pas des gens qui vivons, je dirais, avec des trésoreries US, qu'on est vraiment sur des choses qui se construisent dans le temps. Et c'est là où on se rend compte, en fait, finalement, du maillage. D'ailleurs, à ce titre-là, un point de vigilance, je pense, très fort, c'est que dans l'alimentaire, comme dans d'autres métiers, lors de cette crise, les frontières ne se sont pas fermées aux biens, elles se sont fermées aux hommes. Mais si jamais on avait eu à être dans l'obligation de fermer aux biens, c'est-à-dire à la livraison, d'emballage, de choses comme ça, je pense que la situation aurait été très, très critique parce que globalement, aujourd'hui, on s'est rendu compte que la majorité de nos emballages, certains de nos ingrédients, etc., venaient d'autres pays que la France parce que la France, pour des questions de coûts, avait perdu les choses. Donc ensuite, pour un peu donner notre vision, d'abord deux choses. Les problèmes d'avant Covid n'ont pas disparu avec le Covid. C'est-à-dire qu'ils reviennent aujourd'hui. Et nous, on était un peu catégorisés comme des empoisonneurs, des salauds de patrons, excusez-moi du terme, mais etc. Là, d'être ceux qu'on est devenus des héros parce qu'on a nourri la France, on est très vite revenu dans la case de départ. Donc aujourd'hui, il faut bien avoir en tête au niveau des chefs d'entreprise que tout ce qui touche l'environnement, et en plus le verdissement de ce week-end va le renforcer, tout ce qui touche derrière les problématiques des lois et des décrets qui sont en train d'arriver sur les notions, par exemple les emballages, sur les pesticides, sur un certain nombre de choses, tout ça, ça reste existant. Et là, la difficulté qu'il y a aujourd'hui, c'est d'arriver à coller des intentions politiques qui passent à une poussée effectivement très très forte, qui sont importantes, et de l'autre côté, des réalités économiques au niveau des entreprises qui, dans certains cas, se traduisent par des phénomènes de survie. Donc, c'est un débat qu'on a actuellement très fortement avec les différents ministères pour dire donnez-nous du temps, ne revenons pas sur ce qui a été voté, c'est hors de question, de toute façon c'est une tendance de fond et c'est nécessaire et on est aussi des citoyens et des pères de famille, donc on a besoin de ça. À contrario, de l'autre côté, ayons effectivement une réalité de donner du temps parce qu'un certain nombre d'entreprises, et ça je le crains, ne s'adapteront pas effectivement à ça. L'autre point, et pour finir là, c'est que je pense qu'il ne faut pas oublier que ce dont on parle partout au niveau des chefs d'entreprise, dans toutes les fédérations, ce que j'appelle moi nos 4 boulets aux pattes, ils sont toujours là. Notre écart de coût du travail avec nos voisins directs, l'Allemagne, l'Espagne, etc. Une fiscalité qui aujourd'hui est complètement disproportionnée, entre autres sur la fiscalité productive. Aujourd'hui, on est 2 fois plus que la moyenne européenne, on est 8 fois plus que l'Allemagne. Tous ces sujets sont aujourd'hui des sujets qui restent importants et qui sont des sujets qui ne vont pas favoriser forcément la relocalisation, mais peut-être amplifier la délocalisation. Le troisième point, c'est la surréglementation. Et ça, c'est un point absolument important, particulièrement en Europe. On a fait l'Europe monétaire, on n'a toujours pas fait l'Europe fiscale, sociale et l'Europe réglementaire. Donc, il faut activer et il ne faut pas vouloir faire plus que ce qui est fait aujourd'hui en Europe. Et dernier point, c'est les hommes avec un grand H. Il faut absolument qu'on adapte les compétences à cette transformation qui est nécessaire. Et là, il y a des moyens importants qui vont être mis. Faisons attention que ces moyens soient bien efficaces, parce qu'on a déjà mis beaucoup de moyens sur la compétence, la formation, etc. Il n'y a pas que les jeunes, il y a aussi les gens dans les entreprises. C'est vrai qu'on est affolé par le chômage qui est en train d'arriver, particulièrement chez les jeunes, mais dans les entreprises, on a aussi une nécessité de faire évoluer les compétences au travers de ce qui se passe. Donc voilà un petit peu le constat de ce que je pourrais vous faire sur la situation et le regard qu'on a, et en tout cas les messages qu'on porte aujourd'hui au niveau politique. Merci, c'est entendu. On espère porter bien aussi vos messages. Pendant la crise, les entreprises agroalimentaires ont fait preuve aussi d'une très forte solidarité en organisant par exemple des dons à des associations caritatives. La laiterie de Saint-Denis de l'Hôtel, vous avez une politique RSE très forte depuis longtemps. J'imagine que la crise a renforcé ces objectifs pour vous. Alors, donc l'industrie agroalimentaire a été extrêmement, je dirais, au fait, d'abord, on a alimenté dans des conditions des fois très difficiles, parce qu'on se remet 2 mois en avant. On avait avec nos collaborateurs quand même des messages qu'il fallait les faire travailler avec des incertitudes. On ne savait pas où on mettait les pieds, etc. Donc, très clairement, les entreprises agroalimentaires ont donné plus de 130 millions d'euros de dons directs ou indirects, je dirais locales ou nationaux, parce que toutes les associations caritatives souffraient effectivement du manque de livraison d'un certain nombre de. Nous, vous l'avez dit, c'est un peu dans notre ADN, c'est-à-dire que l'entreprise, on ne la raisonne pas comme étant simplement une entité économique, c'est un peu un être vivant qui va fédérer un certain nombre d'activités autour d'elle, prendre des missions. Ce qu'on aime bien faire, c'est qu'on aime bien coller au terrain,
être proche, comprendre ce que l'on fait et surtout que ce soit mené par les collaborateurs, dans tous les cas de ce qu'on a pu faire. Donc, on a amplifié finalement ça dans cette période-là avec des actions donc de produits au service de santé, de masques, de blouses, etc., comme beaucoup l'ont fait finalement au travers de ce qui a été fait. Et moi, ce qui est plus intéressant, ce qui m'a porté, c'est que c'est les collaborateurs finalement de l'entreprise qui sont formidables, qui se sont eux mobilisés en disant voilà, il y a une notion du partage, il y a une notion de l'action que l'on doit faire. Et je pense qu'il ne s'agit pas de dire demain on va nourrir les banques avec des dons parce que c'est le signe qu'effectivement notre société avec un grand S serait en train de partir un peu en déliquescence. C'est au contraire de renforcer finalement ce phénomène de solidarité, de compréhension, de retravailler ensemble sur le projet, de jouer à fond les cartes du collectif et du collaboratif en prenant en compte les difficultés. Et dernier point, avec, vous savez qu'on est d'origine avec Nicolas Chaban de Sécurité Patron, dans lequel j'avais pu m'entretenir avec BPI à un autre moment. Donc, Nicolas, les consommateurs ont décidé de créer un fonds, en fait, qui va justement avoir pour but d'aider, pas forcément des grands problèmes du monde, mais en collectivité, la personne d'un village qui est en difficulté, etc. Donc, ce fonds, on y a bien sûr adhéré parce qu'on a eu des ventes supplémentaires à certains moments et on a donc un profit supplémentaire. On a décidé de consacrer une partie de ce profit supplémentaire qui a été effectué, qui est lié vraiment qu'à la crise Covid et à l'évolution qu'on a eue du marché. Et donc, donc aujourd'hui, c'est un fonds qui a récupéré pratiquement 1 million d'euros et qui derrière, donc c'est le citoyen, le consommateur qui redécide finalement de la façon dont il veut redistribuer ça. Donc, on abonde à ce fonds d'une part, et puis d'autre part, on continue de mener des actions. On a une action d'entreprise qui est de dire, à chaque fois que vous donnez quelque chose, l'entreprise double. Donc, si vous donnez 1 euro, ben, on en met un autre. Si vous donnez une journée de congé, on donne l'équivalent en termes de financement. Et ensuite, sur les sites de production, ce sont les collaborateurs qui décideront de l'affectation de l'argent qu'on a donné. Et ça, c'est important parce que ça ne doit pas être la danseuse du patron. Ça doit effectivement être vraiment un aspect collectif qui fait comprendre aux gens qui sont dans cet écosystème qui est nécessaire en termes de production. Une dimension collaborative très forte, en effet. Oui, parce que moi, je suis un homme du collectif et du collaboratif. Je pense que dans tout ce qu'on peut voir et dire, il faut renforcer les réseaux, il faut travailler plus ensemble, il faut fédérer. Les problèmes sont là. Il y a des choses sur lesquelles il faut une intention politique et une vision qui doit être donnée. J'ai parlé des 4 points qui me paraissent fondamentaux aujourd'hui dans l'évolution. Après, ça ne nous dédouane pas, nous, chefs d'entreprise, de travailler sur, quand je vois par exemple en ce moment l'espèce de déliquescence qu'il y a sur les contrats d'apprentissage, les contrats je trouve pas ça normal. C'est-à-dire que globalement, il ne faut pas qu'on casse en fait cette dynamique d'accompagner les jeunes dans l'apprentissage, dans les contrats, etc., dans les stagiaires, parce que c'est des gens qu'on n'aura pas dans 5-6 ans. Et donc, aujourd'hui, il faut qu'on a notre responsabilité, on fait part du système, comme le citoyen, le consommateur a des droits, mais il a aussi des devoirs. Hein, c'est bien beau de dire il faut manger des produits qui viennent de France, mais des fois, il faut les acheter aussi. Et il faut accepter que ces produits-là soient plus chers parce qu'ils sont issus de coûts du travail qui sont plus chers en France qu'ils sont en Espagne. Donc, vous voyez, donc c'est toute cette dynamique, c'est, je pense, une dynamique de clairvoyance et de responsabilité, de bienveillance en disant, voilà, on veut redynamiser nos pays, on veut se relever de cette situation, mais on veut surtout en faire un outil de progrès qui nous permette demain d'exister au niveau français, mais également au niveau européen et au niveau mondial. Justement, pour parler de demain, quelles sont vos recommandations pour les entrepreneurs qui nous écoutent et quels sont, à vous, vos projets pour l'avenir? Alors, sur les recommandations, moi, j'en ai déjà révélé quelques-unes. La première, c'est de travailler en réseau. Hein, donc, clairement, il faut rencontrer, il faut benchmarker, il faut étudier, il faut aller voir. Ça, c'est un point qui est clé. Le deuxième, c'est de participer, d'influencer sur des notions, je dirais, comme je l'ai dit tout à l'heure, de fiscalité. Il faut faire remonter toutes ces problématiques que nous, dirigeants, ont subi et qui sont difficiles, les financements de nos investissements, de l'innovation, etc., au travers de tout ce qu'on peut mettre. Ensuite, on a des actions, et je pense que c'est important à faire, nous, en tant qu'entrepreneurs, par exemple, sur la réflexion de la stratégie. Je vous ai dit tout à l'heure, moi, notre créneau, c'est se différencier par la diversification et la valorisation. Ben, c'est de se dire, finalement, on est sur de cœurs de métier très segmentés. Est-ce qu'on ne peut pas franchir un cap? Et quelqu'un qui fait du matériel pour l'aéronautique, est-ce qu'il ne peut pas faire du matériel pour le médical? Vous voyez, donc,
Donc très clairement, je crois qu'on a ces réflexions-là qui sont très très fortes. Et en tout état de cause derrière, eh bien c'est d'emmener nos collaborateurs. On a un rôle pédagogique et on a un rôle d'éducation en fait finalement. Moi je trouve qu'on a infantilisé trop fortement depuis des années le citoyen et le collaborateur. Il faut le responsabiliser et lui dire bah voilà, si tu veux gagner, bah, faut qu'on gagne ensemble ou sans ça on ne gagnera pas. Et ça, c'est un projet pédagogique que je pense qui touche aussi l'éducation nationale, où on devrait remettre effectivement un certain nombre de choses vraiment au sens de ce que l'on crée. Nous, en fait, l'action qu'on a menée, elle est très simple. Moi, j'ai rebalayé, mais mes collaborateurs me disent, est-ce qu'on arrête les investissements avec le Covid? Je dis, la trésorerie de l'entreprise aujourd'hui est pratiquement intacte. On n'a pas bénéficié pratiquement d'aucune aide. Quelques contrats de chômage partiel. Donc, clairement, est-ce que la stratégie qu'on avait avant le Covid est bonne? Si elle est bonne, pourquoi on ne la mettrait pas en place? Si elle est mauvaise, de toute façon, Covid ou pas Covid, il ne fallait pas la faire. Donc, ça touche un peu tous nos secteurs de métier, les filières françaises qui sont effectivement en grand danger aujourd'hui au niveau agricole, l'outil de production qu'il faut moderniser, qu'il faut ramener effectivement à des niveaux importants pour franchir les caps de demain. Et ensuite, il y a tout l'enjeu environnemental avec, entre autres, la logistique, les économies qu'on peut générer et comment on positionne finalement notre entreprise en tant que, bien sûr, vendeur de produits, mais également valoriser les savoir-faire des différents acteurs effectivement de l'entreprise. Donc, on investit dans l'extraction végétale, on investit dans des filières de jus de fruits, on investit dans des lignes de production, on reconstruit une usine, on reconstruit 2 entrepôts avec la grande distribution pour arriver à massifier nos volumes et à être plus économique et à baisser notre impact environnemental. Voilà, donc c'est tous nos sujets aujourd'hui et on est très à l'action. Bonjour, Monsieur Buchnex. Bonjour. Bonjour, Madame Voyatsakis. Donc, Audrey, BPI France. Je suis la porte-parole du public qui vous regarde actuellement et nous avons des petites questions. Alors, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais on va essayer de répondre à des questions si vous le permettez. Donc, on a déjà une première question de Véronique qui demande « Que pensez-vous d'une reprise dans une logique de partenariat de filière ?» Je suis complètement convaincu de ça parce que nous, en dehors du Covid, on a toujours milité pour ce qu'on appelle les accords tripartites, c'est-à-dire dans lequel on implique le producteur, le distributeur et l'industriel au service du consommateur. Donc, j'ai cité tout à l'heure C'est qui le patron. On a aussi des enjeux avec d'autres de nos clients, Carrefour, Leclerc, Auchan, dans lequel on travaille en tripartite. Et pourquoi je suis je dirais, complètement convaincu de ça? Parce que quand vous avez les différents acteurs autour de la table, ils parlent de leur vraie vie. Et donc, quand ils disent, ben voilà, moi j'ai une difficulté sur ma filière, elle n'est pas suffisamment valorisée, c'est quoi le problème? Et on tue beaucoup de débats, et on tue surtout ce débat de dire pourquoi moi je ferais beaucoup d'argent pour que les d'autres soient de plus en plus pauvres. Parce que l'enjeu de cette politique de filière, c'est l'avenir. C'est l'avenir de nos territoires, c'est l'avenir de l'entretien de nos territoires, c'est l'avenir de notre agriculture. Demain, si nous ne faisons pas ça, nous serons des vendeurs de commodités à des pays, on deviendra le tiers-monde de la production alimentaire. Et deuxièmement, on perdra complètement sens. Aujourd'hui, ramasser des légumes, c'est plus fait par des Français parce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à valoriser correctement ces métiers-là. Notre poulet, 40% de notre poulet vient de l'étranger. Vous voyez, donc, et ça va s'amplifier si on ne fait rien. Donc, c'est pour ça que je réclame haut et fort un plan Marshall de notre alimentation pour qu'on nous donne effectivement des choses claires. Et ça passe par des filières fortes, renforcées, existantes, et avec des gens qui soient très lucides sur les enjeux environnementaux, la baisse des pesticides, un certain nombre de choses, le bien-être animal, etc. Tout ça, on ne peut pas faire autrement, il faut les prendre en compte. Et d'ailleurs, c'est des sujets qui sont avérés et en tant que citoyen, que je comprends et que je défends. D'accord, très bien. Si vous voulez bien la réponse côté BPI France, nous avons aussi une action forte d'accompagnement des filières, notamment dans l'industrie alimentaire. Donc, nous avons soutenu le projet Numaline qui vise à la digitalisation de la filière alimentaire pour permettre à la filière de se réapproprier et d'être maître de ses données. Donc, c'est un projet très ambitieux porté par l'ensemble de la filière alimentaire. D'accord, très bien, merci beaucoup. Alors, j'ai une autre question de Victoria. Elle adhère complètement à votre vision donc, de l'organisation comme d'un organisme vivant. Quels sont les moyens dont vous disposez pour faire des check-ups réguliers de la bonne santé de l'organisme? Alors, je dirais des check-ups, on en a beaucoup. Une entreprise comme la mienne fait 35 audits par an dans les différents domaines. Maintenant, moi, le check-up le plus important que je vois, c'est de vivre l'entreprise. C'est-à-dire qu'un dirigeant, c'est pas dans une tour d'ivoire à penser c'est dans l'action. Et on l'a vécu, vous voyez, sur la crise Covid.
où on est descendu dans l'arène, on était avec les gens, à comprendre leurs problématiques. Il y avait les grandes données qui étaient définies, mais derrière, il y avait l'application qui en était faite. Et ça, vous le vivez avec vos tripes et avec votre cœur, parce que les problématiques, vous les comprenez. Donc, le check-up, il est là. C'est en permanence, c'est ce que je demande à mes collaborateurs. Sentez le pouls de votre service. Et quand un service commence à se dégrader en accident du travail, des choses comme ça, c'est que le signal, il n'est pas bon. Donc, on a plein de petits signaux faibles. C'est ceux-là qu'il faut capter, c'est ceux-là qu'il faut régler en termes d'évolution. D'accord, merci beaucoup. Nous avons une autre question d'Annette. Donc, il dit concernant les emballages, donc la loi SUP est maintenue et la convention citoyenne met le vrac en avant. Quelles conséquences pour votre entreprise et le secteur? Alors, très vite, parce que le temps tourne. Donc, aujourd'hui, oui, la SUP est maintenue. J'ai mon avis aussi qu'il ne faut pas être aussi tranché qu'on puisse le dire, parce qu'il y a des solutions aujourd'hui qu'il ne faut pas fermer, entre autres les solutions de recyclage des emballages, et on a des boucles fermées qui sont en train de se mettre en place, qui sont extrêmement pertinents. Le vrac fait partie, donc nous touche. Donc nous, on est en train de modifier un certain nombre d'outils industriels pour suivre les données en vrac. Simplement, mon seul bémol, c'est que j'espère que ce ne sera pas un épiphénomène, parce qu'entre la réalité, c'est ce que je disais tout à l'heure, de l'intention et la réalité de l'application quand vous faites vos courses et quand vous l'utilisez, j'ai vécu trop souvent au cours de ma carrière des écarts, des très grands écarts. Donc, mais de toute façon, c'est une tendance de fond de réduire les emballages et de réduire l'application qu'on en fait. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Ariane, peut-être que vous voulez compléter? Un petit mot de conclusion, parce que je vois que l'heure tourne. Le secteur alimentaire a fait preuve d'une formidable capacité d'adaptation, comme vous l'avez témoigné, M. Vasnex. Pendant le confinement, il a maintenu sa capacité de produire pour nous nourrir. Nul doute qu'il saura à nouveau rebondir dans l'après-crise. En tout cas, BPI France est à votre côté pour vous accompagner. Donc, merci à tous de votre attention. Merci encore, M. Vasnex, d'avoir répondu à nos questions et nous avoir brossé ces perspectives encourageantes. Et Audrey, je pense qu'on va attaquer le prochain webinaire. Exactement, exactement. Merci à vous deux d'avoir participé à cette journée et surtout d'avoir mis en avant donc, tout le potentiel du secteur agroalimentaire. Alors effectivement, on va d'abord faire une petite pause puisque le prochain webinaire reprendra à 14h30 avec le docteur Jean-Louis Etienne, donc médecin et explorateur français, et il va nous donner quelques conseils et gestes simples qu'on pourra pratiquer tous ensemble pour œuvrer pour le climat. Voilà. Je vous souhaite à vous deux une excellente journée. Merci encore pour votre participation et surtout à tout à l'heure. Super, au revoir. Merci.